qui nous réunit ce soir, aujourd'hui, dans cette salle? Qu'est-ce qui vous a amené là? Votre corps. On a tous un corps unique, et il est unique, on n'en a qu'un seul pour l'instant. Si vous regardez vos voisins, vous reconnaissez dans les voisins, et vous ressemblez un peu aux voisins, en même temps vous êtes un peu dissemblables, donc on est capable de le caractériser un petit peu. Ceci dit, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est que notre corps? Notre corps, il a une présence physique, ça c'est certain. Il est là physiquement sur les chaises, ici en bas, mais vous avez également besoin d'un espace vital, vous n'êtes pas collés les uns aux autres. Donc il y a un petit bout d'espace qui nous appartient aussi. Alors parfois cet espace on le partage, c'est sympa, puis parfois on a envie aussi que les autres ne nous collent pas trop, hein, donc ça prouve bien que ça nous appartient cet espace-là. Donc on a des limites, Et puis si je veux atteindre un autre endroit, je suis obligé d'étendre le bras pour pouvoir le toucher, voire carrément me déplacer. Donc on a peu à peu repoussé nos limites en tant qu'être vivant, mais ça ne suffit pas. Si on veut aller plus loin, parce qu'on est comme ça dans la nature humaine, hein, c'est de vouloir explorer, vouloir agir au loin, là on a inventé des outils. Donc par exemple, ça peut être l'arc et la lance pour tuer des gens ou tuer des bêtes. Et puis on n'a pas assez de force, alors on va inventer des mécanismes avec des bras de levier, on va inventer des grues. Voilà, donc on commence déjà à étendre un peu, à repousser nos limites. Et puis également nos limites pour nous déplacer. On a passé une alliance avec le cheval pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc ces limites-là, on en a d'autres aujourd'hui. On est en train. Alors on a également on l'a vu dans les vidéos. On se répare quand on a nos limites physiques qui s'étiolent, quand on vieillit, quand notre corps s'abîme. Donc on a créé par exemple les lunettes. Ça date du Moyen Âge. Hein. Ça a été fait en Italie au Moyen Âge. Mais également les prothèses, c'est beaucoup plus ancien. C'est en Égypte dans les années moins 750 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Eh bien, c'est repousser nos limites, aller s'étendre, aller chercher nos connaissances à l'extérieur de notre cerveau, notre connaissance et puis notre savoir, donc dans Internet, ça c'est quelque chose qui est connu. Alors aujourd'hui, on utilise nos téléphones mobiles, nos ordinateurs, mais demain, ça sera avec des dispositifs beaucoup plus légers, beaucoup moins visibles, peut-être inclus sous la peau, ou des lentilles spéciales qui nous permettront d'accéder au monde extérieur, et notamment de nous connecter, par exemple, on en a parlé aussi aujourd'hui, à la ville, à la Smart City, à la ville sensible, ou à la campagne, enfin à tous les capteurs qui seront ailleurs, pour avoir de l'information encore plus loin. Donc à nouveau repousser nos limites. Là, dans 20 ans, enfin dans 10 ans, ici dans cette salle, pendant que je parle, vous serez conscient de la météo dans une heure, mais sans vous en rendre compte. Vous saurez simplement qu'il va faire beau ou moins beau, et les décisions que vous prendrez après, de manière naturelle, prendront en compte ces informations qui seront arrivées directement dans votre cerveau via des capteurs, via les capteurs connectés à la ville ou à la campagne. Voilà, donc repousser ces limites-là, ça fait de nous des hommes, des humains, hein, pas des hommes, des humains connectés dès lors qu'on est avec ces capteurs-là, ou des humains instrumentés également quand on a posé des capteurs sur nous-mêmes ou dans nous-mêmes pour pouvoir monitorer notre santé, nos performances. Voilà. Donc les humains connectés et les humains instrumentés. Demain, c'est avec les intelligences artificielles, et je viendrai là-dessus juste après, que l'on va pouvoir continuer à repousser ces limites. Mais il y a d'autres limites. Hein. Il y a la limite de la vie qu'on est en train de repousser aussi par les connaissances médicales qui s'améliorent et l'espérance de vie qui va grandir. On pense que d'ici 50 ans, en moyenne, l'espérance de vie sera entre 80 et 100 ans. Bon. Donc il va falloir gérer ça. Cela dit, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, ça ne sera pas le cas dans tous les pays. Et donc, il va y avoir des gens qui vont mieux vivre et qui vont se sentir différents, des êtres humains différents de ceux qui n'auront pas accès à ces technologies médicales. Et ils vont sans doute vouloir s'en protéger. Donc, faire cette fois-ci, mettre des limites entre les corps, pour ne plus risquer d'avoir des contaminations avec les personnes qui, elles, seraient peut-être en moins bonne santé. Ça me rappelle, peut-être que vous avez lu ça, ces livres de science-fiction d'Isaac Asimov, notamment dans les mondes spatiaux, où les gens ont la chance, parce qu'ils se sont bien soignés, ils se sont améliorés, ils ont la chance de vivre jusqu'à 300 ans. Alors bien sûr, quand ils reviennent sur Terre, ils ne veulent pas toucher les humains terriens, parce qu'il y a des risques de contamination.
Mais même entre eux, il y a une cinquantaine de planètes, et même entre eux, certains vont beaucoup plus loin, et donc ne veulent plus avoir de contact de planète en planète. Et même au sein des planètes, ils commencent à s'éloigner. Et en s'éloignant, eh bien, ils finissent par ne que communiquer uniquement via la vidéo. Ils finissent par ne plus pouvoir se toucher, et donc ça pose des problèmes en termes de reproduction de l'espèce, qui sont résolus soit par de la reproduction artificielle, donc on crée des fausses matrices pour créer de nouveaux corps, soit par l'hermaphrodisme. Bon, ça, c'est pas 2037, hein, je vous rassure. C'est beaucoup plus loin et ça pourra arriver. Aujourd'hui, en revanche, on fait face à des transitions dont on a parlé aussi beaucoup aujourd'hui, ça m'a frappé. Donc, les transitions numériques, bien sûr, la transition aussi écologique. Et ce sont deux transitions, pour prendre ces deux-là, qui arrivent très rapidement. Et nous, les humains, on a besoin de s'adapter. Comme tous les êtres vivants, nos fondamentaux, c'est de pouvoir s'adapter. Mais là, ça arrive tellement vite qu'on ne peut plus faire confiance à l'évolution biologique pour nous adapter. Il faut donc qu'on s'améliore nous-mêmes. Donc l'homme, l'humain amélioré, qui est plus que l'humain connecté, hein, qui veut augmenter ses connaissances, ou plus que l'humain instrumenté qui essaie de se mieux connaître. L'humain amélioré cherche à s'équiper pour pouvoir faire face au changement de l'environnement. Il peut le faire, donc il s'améliore avec des améliorations qui peuvent être temporaires. Par exemple, des ajouts mécaniques, on en a vu dans la vidéo précédente, ou des opérations chirurgicales, éventuellement temporaires, qui peuvent être réversibles. Ou alors des améliorations permanentes, cette fois-ci par le génie génétique, par exemple. Et donc on peut finir par obtenir ce qu'on appellera des humains hybridés, qui auront toujours un corps biologique, mais également avec des parts mécaniques, également avec des sens nouveaux. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait accéder à des capteurs lointains pour avoir des informations. Ben, c'est ça, se créer de nouveaux sens. Et voilà, donc un corps hybridé. Et des gens font déjà ça aujourd'hui. Des personnes commencent, on a vu à nouveau dans cette vidéo qui permettait bien de présenter le sujet, commencent à jouer avec leur corps pour ajouter ces fonctionnalités-là. On appelle ça le biohacking notamment. Et s'ajoutent des puces pour pouvoir s'identifier automatiquement quand ils rentrent dans un bâtiment, ou un certain type de capteur pour pouvoir ressentir, par exemple, le champ magnétique. Dans 10 ans, ça sera sans doute de plus en plus naturel pour des gens de faire ça pour des tas de besoins qu'ils éprouveront, on en reparlera. Et les hôpitaux de l'époque ressembleront peut-être plutôt à des Fab Labs, et moins aux hôpitaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ah oui, l'intelligence artificielle, c'est mon sujet en plus, je ne sais pas pourquoi il m'a échappé, sans doute parce que je ne suis pas connecté encore. L'intelligence artificielle, oui, parce que je veux faire un détour avant d'aller vers la suite. En vous parlant de ce que vous connaissez, en tout cas le terme, ce sont les IA fortes. On en entend beaucoup parler. On nous dit, mais quand est-ce que ça va arriver, les IA fortes? Ben d'abord, c'est quoi une IA forte? Une intelligence artificielle forte, c'est cette intelligence artificielle qui fait plus que savoir jouer au Go. Bon, ça, c'est une intelligence artificielle faible. C'est qu'une seule chose, elle joue au Go. Ou alors, elle sait piloter un véhicule. Bon, les intelligences artificielles fortes, elles feront beaucoup plus de choses. Elles seront très, très bonnes dans de nombreux domaines, en tout cas dans des domaines variés, jusqu'à rivaliser avec chacun d'entre nous. Pas avec l'humanité entière, ça c'est la super-intelligence, mais avec chacun d'entre nous. Et je pense, pour ma part, que ces intelligences fortes vont pouvoir émerger parce qu'elles seront incarnées. C'est-à-dire qu'elles auront accès à un corps. Pour commencer, un corps mécanique, donc les intelligences robotiques. Parce qu'il est important pour une intelligence artificielle de se confronter à son environnement pour le manipuler et voir les résultats de sa manipulation. Et voir et se rendre compte, alors je mets entre guillemets, se rendre compte qu'elle est à l'extérieur de cette manipulation, qu'elle agit sur le monde. C'est ça qui est important quand on est incarné. Et c'est exactement comme nous les humains, quand nous sommes petits, nous jouons avec le monde pour en prendre possession. Quand on regarde les enfants, d'abord ils essaient de synchroniser leurs mains et leurs yeux, puis après ils touchent à tous les objets, ils le portent à la bouche. C'est une véritable prise de possession du monde et une compréhension du monde. Et ces IA fortes-là, pour réussir, pour devenir ces fameuses IA fortes, elles ont besoin d'apprendre sur très peu d'exemples, sur très peu de situations, et avoir un sens commun.
le sens commun qui fait que nous, dès qu'on arrive ici dans cette pièce, on comprend tout de suite ce que c'est, parce que nous sommes des humains, nous avons vécu. Pour ça, je pense que c'est très important que ces IA-là, quand elles vont émerger, elles émergeront parce qu'elles seront incarnées. Elles seront incarnées donc dans des machines mécaniques, mais peut-être également incarnées dans des corps biologiques, ou raccrochées à des corps biologiques. Un deuxième point qui est important sur le corps, c'est que l'intelligence ne réside pas seulement dans le cerveau. Il existe également une intelligence incarnée, une intelligence corporelle. La forme du corps de certains animaux leur permet d'avoir des comportements qualifiés d'intelligents. Même si leur cerveau était coupé, même par exemple s'ils mouraient, certains corps d'animaux continuent à faire des gestes qui font qu'ils se comportent. On pense qu'ils sont toujours vivants et ils continuent à se comporter de manière intelligente. De même, on a montré qu'il y avait un certain type de neurones dans la peau qui faisait, à nouveau, je mets entre guillemets, parce que le terme n'est pas du tout le bon, une espèce de pré-calcul avant de remonter l'information au cerveau, où là, elle va être prise en compte comme étant une sensation tactile. Mais il y a déjà quelque chose qui a été élaboré au niveau de la peau. Tout ça pour dire que l'intelligence est fortement liée au corps. Et donc, quand nous allons nous hybrider avec des IA, nos corps et le fait qu'elles auront exercé leur apprentissage de ce qu'elles sont dans un corps sera vraiment important. Aujourd'hui, des IA sont en contact avec nos enfants. Dans certaines maisons, il y a des assistants vocaux que nos enfants, alors pas encore beaucoup en France, mais dans certains, aux États-Unis notamment, que nos enfants peuvent interroger. Et il se trouve que les professionnels de la petite enfance s'en inquiètent un peu parce qu'on observe que ces enfants construisent leur compréhension du monde grâce à ces assistants vocaux. Ils finissent par faire plus confiance à ces assistants qu'à leurs parents quand ils posent des questions. Ça a été observé, donc c'est un peu... Bon, il va falloir vraiment s'en inquiéter. Et ces enfants-là, donc, ils sont jeunes, ils construisent à la fois une compréhension de leur corps physique et une compréhension de leur corps numérique, c'est-à-dire de leur accès au numérique, de manière simultanée. Ces enfants-là, finalement, demain, pour eux, ça sera assez naturel de s'augmenter, d'ajouter des éléments physiques sur eux pour accéder à Internet et faire d'autres choses, parce qu'ils auront vécu ça dans leur enfance. Les cyborgs de demain sont aujourd'hui en maternelle, vous en avez peut-être croisé ce matin en venant ici dans la rue. Voilà. Un autre point, c'est que nos identités numériques aussi vont faire partie de plus en plus de nos corps. Les avatars qu'on se construit. Prenons l'exemple de Facebook aujourd'hui, et dans 10 ans, ça sera vraiment, il y aura des lois pour résoudre le problème que je vais vous exposer maintenant. Aujourd'hui, vous êtes sur Facebook et du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, on vous a dénoncé pour on ne sait pas quoi, votre compte est fermé. Si ça vous est arrivé, vous avez entendu des gens à qui c'est arrivé, les gens n'apprécient pas du tout. C'est comme une agression physique qu'ils reçoivent. On leur a enlevé une partie de leur personnalité. Pas le fait qu'ils aient plus accès, mais le fait que peut-être un pan de leur vie qu'ils avaient construit dans le numérique est en train de disparaître et qu'ils n'y auraient plus accès. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir accès aux autres gens, c'est le fait de ne plus avoir accès à leur vie numérique passée. Donc demain, on sera protégé contre ça, et je pense que dans 10 ans, on aura des cours pour pouvoir à la fois apprendre à gérer notre corps, mais également à gérer notre corps numérique. Et le corps numérique aura acquis une telle consistance qu'il aura également une personnalité juridique. Aujourd'hui, un certain nombre d'équipements, d'interfaces avec le cerveau sont en train d'être proposés. Vous avez peut-être entendu parler du Neuraless proposé par Elon Musk, une espèce de filet qui sera placé sous la calotte crânienne et en contact direct avec le cerveau. Aujourd'hui, quand on veut soit envoyer des impulsions vers le cerveau, soit en recevoir, on reste quand même pas intrusif, on reste à l'extérieur, mais demain peut-être dans 5 ans, ça sera à l'intérieur du corps. Donc ces technologies-là sont vraiment en train d'apparaître. Ceci dit, il y a également des mouvements, surtout chez les trentenaires aujourd'hui, ce que j'observe, de recherche, de reprise de contrôle de son corps par la méditation, par le yoga et d'autres types d'exercices, pour pouvoir mieux se sentir mieux dans sa peau. Et notamment avec
les transitions écologiques, une meilleure prise en compte de la cause animale, par exemple. On change notre alimentation justement en fonction de cette prise en compte de la cause animale. On sent qu'on devrait avoir, si on veut vivre dans un monde meilleur, avoir beaucoup plus de bienveillance envers les autres. Ce qui fait qu'on commence à se retourner vers soi en essayant de s'offrir aussi de la bienveillance. Ça, c'est le yoga et d'autres phénomènes, systèmes de méditation qui vont nous permettre ça. Mais ça va sans doute pas suffire. Et dès aujourd'hui, les gens qui font de la méditation, et demain donc de plus en plus, utiliseront ces technologies, et peut-être ce neuraless qui aujourd'hui fait un peu peur, mais qui demain sera rendu acceptable parce qu'on aura ce besoin, donc de faire une meilleure méditation, de mieux gérer son corps grâce aux technologies qu'on aura ingérées, si vous voulez. Alors ça peut amener à des risques, à des dystopies dans lesquelles on pourrait être contrôlé par ces outils qui barderaient notre corps. Et ça nous amènerait à une société où la valeur du corps serait tout à fait différente de celle qu'on souhaiterait aujourd'hui. Un corps qui s'effacerait devant le corps social, qui serait donc gouverné par les outils numériques, gouverné par des entités extérieures. En fait, la valeur du corps serait dictée de l'extérieur. Ça serait plus vous qui vous donneriez au fur et à mesure de votre vie une idée de ce que vous représentez. Ça, c'est une dystopie qu'il va falloir sans doute éviter. Je cherche mes mots. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la valeur de notre corps? Demain, peut-être que notre corps deviendra un actif comme un autre. Et ça peut arriver si on prolonge des débuts de dystopie qu'on observe aujourd'hui, comme par exemple le fait que, les trafics d'organes par exemple, ou le fait qu'on ne s'inquiète plus vraiment des réfugiés. Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais on est sidéré. Et un corps qui se noie dans la Méditerranée, on regarde puis on passe à autre chose. Mais c'est quand même un corps humain, c'est quand même une personne. Un corps dans la rue qui souffre, on est pressé, on va au boulot, on passe à côté. Alors que c'est quelqu'un comme nous. Et puis également, une autre action sur le corps aujourd'hui, c'est tous les diktats qu'on peut observer sur le corps des femmes. Voilà. Donc si on extrapole ça, on arrive vraiment dans une société où le corps n'a plus une valeur intrinsèque, mais elle nous est ordonnée par la société elle-même. Dans le secteur de la santé, par exemple, on pourrait, alors dans la table ronde précédente, on a eu des échanges là-dessus, mais on pourrait avoir des assurances qui nous obligeraient donc de nous barder de capteurs pour être en bonne santé et puis ne pas coûter quelque chose aux assurances. Et ça nous empêcherait, on l'a vu dans une vidéo beaucoup plus précédemment, ça nous empêcherait de faire des expériences sur notre corps, de le pousser à bout, de le maltraiter. Après tout, on devrait être libre de ça. Ça nous empêcherait de faire ça. Et on aurait également, on nous ordonnerait d'avoir des corps assez standardisés si on veut prendre tel ou tel emploi. Un emploi pénible, un emploi dans des conditions assez difficiles, donc on nous obligerait d'avoir telle ou telle augmentation du corps pour pouvoir supporter ce type d'emploi. Il y aurait également des cyborgs qui deviendraient des icônes de la mode, des personnes qui seraient des prescripteurs du corps et qu'il faudrait suivre, qu'il faudrait imiter, comme aujourd'hui il y a des top modèles ou des prescripteurs dans le domaine du sport. Et puis également on observerait des gens qui feraient la queue devant des magasins pour s'équiper de la dernière e-cornée de Snapchat, qui permet de voir le monde tout en paillettes et en plus de recevoir des excitations quand on rencontre des gens qui nous plaisent. Voilà. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment le genre de monde qu'on espère avoir. Et il faut qu'on apprenne à reprendre le contrôle sur nos corps. Et pour cela, à nouveau, donc ce sont des univers un peu parallèles que je vous présente. Pour cela, à nouveau, la technologie peut nous aider. Ici, les images que vous voyez, c'est une expérience qui a été montrée il y a 2 ans en France dans le cadre de Nuit Blanche, mais on la voit ailleurs.
c'est la technologie qui permet de se mettre dans la peau des autres. Alors ça peut être avec de la réalité virtuelle, comme vous voyez ici. La personne en face peut avoir un exosquelette, ou alors ça peut être à travers des Kinect qui permettent d'observer ses mouvements. Toujours est-il qu'il y a un observé et un observant, et que l'un peut agir sur l'autre, ou l'un peut ressentir ce que ressent l'autre. Et ça, je crois qu'on va le développer de plus en plus, parce qu'à nouveau, on a besoin d'éprouver plus d'empathie envers les autres, et ces outils vont nous aider à ça. Ils vont nous aider également à comprendre comment notre corps risque de vieillir. Aujourd'hui, on se déplace tous plus ou moins aisément, mais on aimerait peut-être savoir si notre maison nous accueillera bien demain, et qu'est-ce que ça sera quand on boitera ou n'importe quel autre handicap qu'on aurait. Eh bien ici, ça peut nous permettre d'éprouver ça. Ou par exemple, d'éprouver qu'est-ce que c'est d'être aveugle. Mon grand-père était aveugle, je ne sais pas quelle était sa vie, je pourrais peut-être avoir avec ces outils-là un moyen de l'éprouver. Donc la technologie, là, nous permet vraiment de nous mettre dans la peau des autres. Et je pense à nouveau, j'en ai pas parlé, mais un peu en filigrane, que c'est la sexualité qui va aussi pousser ce marché-là. Il existe aujourd'hui déjà des sextoys connectés. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera assez naturel finalement. On dit, est-ce qu'on va faire l'amour avec des robots? Je pense qu'on fera d'abord avec nos partenaires cyborgisés, si vous voulez, parce qu'ils seront à distance, on ne sera pas toujours ensemble dans la même maison, et on voudra quand même accéder à eux, leur envoyer des sensations ou recevoir des sensations. Et peu à peu, on va s'habituer à se mettre dans la peau des autres. Ça peut être aussi utile pour apprendre un métier. Dans 5 ans, dans 10 ans, par exemple, pour être chirurgien, si ces métiers ne sont pas tous remplacés par des robots, eh bien, le ou la chirurgienne professeur guidera ses élèves à travers ces dispositifs et accompagnera leurs gestes. Et si, dans 30 ans, dans 20-30 ans, on a ces fameux neurales dans le cerveau, ça sera directement le professeur, la professeure qui guidera les gestes de son élève. Ça peut être aussi pour apprendre de nouvelles techniques. Si la vie s'allonge autant qu'on le souhaite, eh bien, on aura envie, par exemple, d'apprendre le violon ou d'autres choses qu'on n'aurait jamais fait. Là, on apprendra assez rapidement, grâce à ces outils-là. La dernière étape, je crois, c'est à nouveau, si on s'arrête sur les transitions en cours, sur la transition numérique, sur la transition écologique, sur le fait que nos capacités donc, physiques ne sont plus adaptées, que nos capacités intellectuelles ne vont plus être adaptées, finalement, les IA vont nous remplacer. Dans ce cas, eh bien, il faut qu'on repense le projet humain. Et repenser le projet humain, à nouveau, va faire appel au corps. Parce que ce qu'on va vouloir développer, c'est ce qui nous caractérise vraiment comme humains, comme humanité. Ce sont des qualités ou des capacités comme l'empathie, j'en ai parlé, comme la bienveillance, comme la créativité, comme l'altruisme. Et c'est également des activités qu'on va pouvoir faire parce qu'on n'aura plus nécessairement de travail ou nettement moins, comme le sport, la danse, la poésie, le rire, des choses qui nous sont vraiment personnelles en tant qu'être humain. Et donc c'est ça qui va être l'étape d'ici une dizaine d'années, d'ici une vingtaine d'années, c'est apprendre à nous connaître notre corps et à renaître dans notre corps, en mettant en valeur ses capacités. Ce qui se passera, c'est que pendant l'enfance, l'adolescence, tant que le corps biologique se construit, on n'y touchera pas, on n'ajoutera pas d'éléments électroniques dessus, on ne fera pas d'incursion dans le cerveau pour qu'il se développe, pour qu'il comprennent le monde tel qu'il est, et après on pourra, donc il y aura une espèce de moment où la loi permettra à 16 ans, à 18 ans, de s'augmenter et de devenir l'humain qu'on souhaite. On a vu ces images de Neil Harbisson, là, ce cyborg qui, sa carte d'identité fait que c'est un cyborg officiel. Il y a également, dernièrement en France, quelqu'un qui a eu sa carte d'identité en ayant donné à la préfecture une image artificielle de lui. Ce n'était pas une photographie, c'était une image qui avait été construite uniquement avec ces données numériques. Voilà. Donc on va aussi devoir gérer à la fois notre corps physique et notre corps numérique et apprendre à naître ainsi, à renaître à partir de 18-20 ans.
juste une minute 30 secondes pour dire que tous ces scénarios-là, on va devoir choisir. Et des gens, pour des raisons religieuses ou des raisons culturelles, ou certaines juridictions permettront ou ne permettront pas de faire ça. Et ce qui va émerger dans les 20 ans, ce sont des communautés associées à telle entreprise qui permettrait telle technologie, ou à tel territoire qui expérimentera tel ou tel aspect que j'ai montré sur le corps. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous voyez ces modifications, ces scénarios possibles, quand tout à l'heure vous allez sortir de l'amphithéâtre et que des chirurgiens seront là pour vous attendre et pour faire des augmentations ou pas, quel choix vous allez faire? Merci.